Bonjour à tous. EcoPresse, émission d'échange et de débat sur l'actualité économique, reçoit sur notre plateau deux journalistes de la presse nationale. Boni Félix, bonjour. Bonjour madame. Chef de service économie et société au journal L'Inter, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie. William Dodonné, bonjour. Bonjour. Journaliste au journal Le Quotidien d'Abidjan et chef de service économie et société dans ce journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voici les thèmes qui seront abordés au cours de cette émission. Pénurie d'eau à Abidjan, est-ce véritablement la fin? Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015, quels sont les enjeux économiques pour la Côte d'Ivoire? Alors avec vous, chers confrères, nous allons aborder ces deux thématiques. Le premier, c'est sur la pénurie d'eau à Abidjan. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la plupart des communes de la capitale économique ivoirienne ont connu de véritables problèmes d'eau. Alors, Boni Félix, vous qui vivez à Abidjan Sud, comment les populations ont-elles vécu cette situation? Je dirais que c'était pratiquement un drame à Abidjan Sud. Les différentes communes d'Abidjan Sud ont vécu cette question de pénurie avec beaucoup de difficultés. Et imaginez que des hauts cadres de ce pays sont contraints d'attendre jusqu'à des heures très tardives, 2h, 3h du matin, pour avoir de l'eau pour se laver. Et dans les robinets sont totalement asséchés à partir des communes de Makori, Koumassi et Port-Boué. C'était véritablement un drame jusqu'à ce que finalement le gouvernement prévoit de construire un troisième château, je crois une station à Bonois. C'était véritablement un drame dans la zone sud d'Abidjan. D'accord. Alors, William Dieudonné, dans les quartiers chics d'Abidjan comme Rivera, Angré et Cocody, bon, les populations ont également connu cette situation. Vous qui habitez dans cette zone, quelle est la réalité sur le terrain? Oui, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, Abidjan Sud a connu véritablement un problème de déficit en eau potable. Le problème n'est pas spécifique à Abidjan Sud, il est spécifique à la commune d'Abidjan. La commune d'Abidjan dans son intégralité, qu'on soit au sud ou au nord, le problème était partout le même. Écoutez, on nous dit officiellement que le déficit en consommation d'eau potable était de 200 000 mètres cubes par jour. Voyez-vous, bon, il y a eu le château d'eau, il y a eu la station de traitement de Yopougon qui a été construite. Il y a eu également l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Bonois qui renforce la production totale au niveau d'Abidjan. Mais on va dire que l'eau potable qui est produite dans ces stations-là ne réduit le déficit que de 80%. Il y a probablement 20% qui existent encore. Alors, nous allons maintenant parler des raisons. Alors, selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent ces déficits en eau potable dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire? D'abord, je rejoins Dieudonné pour dire qu'effectivement, c'est toutes les communes. Vous avez vu les files de personnes à Yopougon qui étaient contraints de s'acheter de nombreux bidons, de s'aligner pour aller payer de l'eau quelque part, puiser de l'eau parfois même dans des bas-fonds d'Abidjan pour pouvoir ne serait-ce que faire le ménage à la maison. C'était vraiment dramatique. Mais les raisons sont aussi simples. C'est une question de déficit en investissement en matière d'eau, d'hydraulique à Abidjan. Et vous savez qu'Abidjan, qui était une capitale de 3 millions d'habitants il y a quelques années, il y a seulement quelques années, a pratiquement décuplé en termes de démographie. Cette montée, cette densité de la population, effectivement, nécessite également qu'il y ait des investissements qui suivent, ce qui n'a pas été fait. Et les différentes crises que nous avons vécues dans le pays ont mis les gouvernants dans des difficultés pour pouvoir regarder dans les questions d'infrastructure. Donc je crois que maintenant que nous sommes en train de sortir de crise, il faut régler véritablement tous ces problèmes. Même aujourd'hui, après la construction de ces différentes stations d'eau, on a toujours des questions de tuyauterie, de raccordement qui se posent, qui font qu'en vérité, ce ne sont pas toutes les populations qui bénéficient de ces infrastructures qui ont été construites. Il faut pouvoir aménager, renforcer tous ces éléments pour que les Ivoiriens puissent, les Abidjanais en particulier, puissent souffler un peu de la question d'eau. D'accord, oui, William Dieudonné. Oui, écoutez, vous savez, depuis 2000, il y a eu une véritable, on va dire, un flux migratoire. Après la crise, le déclenchement de la crise, il y a eu une surpopulation pratiquement d'Abidjan.
On dit qu'Abidjan est passé du simple au double. La population d'Abidjan est passée, on va dire quoi, de 3 millions à près de 6 millions d'habitants. Mais malheureusement, les investissements pour les infrastructures, pour la construction d'infrastructures, n'ont pas suivi. Voyez-vous, ces investissements n'ont pas suivi, certainement parce que le gouvernement à l'époque avait des priorités. Mais je ne dis pas que l'eau potable n'est pas une priorité, mais à l'époque, tout était priorité. Voyez-vous, donc comme je le disais tantôt, les investissements n'ont pas suivi. Ce n'est que maintenant, depuis 2012, que de véritables projets, n'est-ce pas, de renforcement de la capacité en eau potable, la capacité de production en eau potable, comme je le dis, le renforcement est fait et on le voit, c'est visible, les populations peuvent le constater. Le déficit a été réduit, mais je le répète, il y a toujours des problèmes dans certains quartiers, même les quartiers chics, comme vous le dites, c'est-à-dire Rivera, Angré, le problème existe. C'est certes un problème minimal parce que l'envergure a été réduite, mais la proportion des difficultés existe toujours. Alors, quel est donc l'impact sur la santé publique des populations? Mais naturellement que sans eau potable, les populations ont des problèmes, on va dire, des problèmes de santé qui sont que le gouvernement a pris la pleine mesure des difficultés que vivent les populations. Il n'a pas seulement, c'est pas seulement des investissements qui ont été faits dans le secteur dans le cadre du renforcement de la capacité de production en eau potable. Il y a aussi une mesure, on va dire salutaire, qui a été prise. Il s'agit de permettre aux populations les plus pauvres de se raccorder à moindre coût, par exemple, à la SODECI, qui est la Société nationale de distribution d'eau potable. Voilà, donc on nous parle de près de 50 000 personnes à Abidjan qui vont bénéficier de mesures sociales. C'est-à-dire que désormais, on ne paiera plus 180 000 francs pour se raccorder à la SODECI, mais on paiera que, je crois, 10 000 francs. Voilà, c'est des mesures sanitaires pour permettre à tout le monde d'avoir accès à de l'eau potable. Là aussi, je voudrais rebondir dessus. Nous sommes en période préélectorale. Il ne faudrait pas que ça reste des vœux pieux juste pour partir des électeurs. Il faudra que ça passe à la phase pratique. Parce que pour l'instant, ça reste à la phase de discours. Et comme nous tenons tous au bien-être de nos populations, on interpelle, on profite de votre micro pour interpeller. Il faut que dans les semaines et mois à venir, qu'on sente cela dans la réalité et que ces populations aient effectivement accès à cette eau potable à au moindre coût qui a été annoncé. D'accord. Alors, conscient donc de la situation, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'accorder une attention particulière à l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a procédé récemment à la mise en service de la station d'eau de Bonois qui vise à rendre autonome la DZ en eau potable dans les communes de Makori, Koumassi, Crècheville et Port-Boué. Alors, selon les informations reçues auprès des populations, la situation s'est nettement améliorée. Qu'est-ce que vous le disiez tantôt, je vis à Abidjan Sud. Je peux vous dire que désormais, il y a de l'eau dans nos robinets. Et même nos camarades qui vivent dans certains endroits où ils étaient obligés de se lever à 2h, 3h du matin pour puiser de l'eau, pour se faire de la réserve d'eau. Aujourd'hui, on dort tranquillement. Ils peuvent se reposer tranquillement pour pouvoir aller paisiblement au travail. On a de l'eau dans les robinets. On n'a plus besoin de recourir aux sous-presseurs qui était devenu une mode pratiquement à Abidjan Sud. Si vous vivez sur un immeuble, vous avez besoin d'un sous-presseur pour pouvoir tirer l'eau jusqu'à votre niveau, ce qui joue sur votre consommation d'électricité, mais également c'est un autre investissement encore qu'il faut supporter sur, j'allais dire, les charges familiales. Donc aujourd'hui, il y a de l'eau dans les robinets. Je pense que c'est à la joie des grandes populations du sud d'Abidjan, même si au niveau du raccordement, tout le monde n'a pas encore accès à cela. Il faut penser effectivement aux pauvres qui sont dans des quartiers qui n'ont pas les moyens de se raccorder. Oui, je dirais que je suis entièrement d'accord avec Bouni. Nous sommes effectivement, comme le disait, en période préélectorale. Et toutes les annonces d'où qu'elles viennent, surtout de la part du gouvernement, sont des annonces vraiment à prendre avec des pincettes. Je suis entièrement d'accord. Une chose est de dire qu'on met en place des mesures sociales, mais une autre chose est franchement de les réaliser sur le terrain. Alors les populations attendent toujours. Maintenant, pour en revenir à à l'amélioration de la situation, on va dire qu'avec la construction de la station de production d'eau de Bonois, les populations gagnent une production de près de 40 000 par exemple, mètres cubes jour. Vous voyez, 40 000 mètres cubes jour. Ça, c'est la première station, parce qu'on nous parle de 2 stations à Bonois. Donc, c'est la première station, Bonois 1, qui a été inaugurée. Donc, on a 40 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais ces 40 000 mètres cubes viennent renforcer la consommation d'eau potable par les populations au niveau d'Abidjan Nord.
Abidjan Nord, mais surtout, surtout dans toute la zone du Sud Comoé. Vous voyez, on parle d'une population d'environ 2 millions d'habitants qui vont profiter de cette nouvelle production. Et moi, je pense que, franchement, avec la mise en service de cette station, les choses vont nettement mieux. Maintenant, en ce qui concerne Abidjan Nord, on a effectivement la mise en service de la station de Niangon. Oui. La station de Niangon produit par jour 80 000 m3 d'eau. Vous voyez? Donc, quand on met ensemble la station de Niangon et la station de Bonois, on est à 120 000 m3 de production par jour. Vous voyez, c'est une production quand même à saluer, c'est une production importante qui réduit le déficit qui est de 200 000 m3 jour. Et comme je le répète, je l'ai dit tantôt, c'est 80% du déficit qui a été résolu. Justement, voilà. Mais malgré la bonne volonté du gouvernement, beaucoup reste à faire parce qu'il y a encore des communes qui sont sans eau. Je pense à Bobo, dans le quartier à Boboté, où l'eau est toujours une denrée rare. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je le dis toujours, il y a des quartiers où les infrastructures en termes de raccordement n'ont pas encore suivi véritablement. Et vous allez voir qu'il y a encore des populations qui auront encore des bidons sur la tête pour aller chercher de l'eau, ou des populations qui vont même acheter de l'eau juste à côté parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable à partir de leur domicile. Et il y a l'extension, il faut également il y a des extensions des quartiers qui se font de façon vraiment artisanale, j'allais dire informelle, qui ne sont pas faites par des opérateurs immobiliers. Donc il y a une question de viabilisation de ces quartiers. Vous citez tantôt la commune d'Abobo. Vous voyez une commune où chacun s'installe où il veut de façon anarchique, sans véritablement attendre qu'il y ait une viabilisation de ces quartiers. Ça va de soi que ces populations soient confrontées à des problèmes d'eau. Si vous prenez la zone de Ndotré, ce n'est pas une zone qui a été viabilisée par l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une zone qui a été viabilisée par un opérateur économique, un opérateur immobilier reconnu. C'est des gens qui viennent, qui s'installent systématiquement comme ça. Mais quand vous vous installez, si ce n'est pas un puits que vous creusez, dans un puits que vous avez creusé et que vous aurez de l'eau, il va de soi que vous allez chercher à avoir de l'eau quelque part parce que la SODECI ou en tout cas l'État n'a pas encore investi en termes de raccordement. Donc il y a beaucoup de zones comme ça qui n'ont pas encore bénéficié du raccordement en raison des installations anarchiques des populations ça et là. À Bobo en est champion. Je crois, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils en sont un peu champions. Oui, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a fait une annonce, le gouvernement a fait une annonce par l'intermédiaire du ministère des Infrastructures économiques. Je souhaite pour ma part que cette annonce ne soit pas une annonce de plus, mais que ça soit réalisé. On nous dit qu'effectivement, il y aura une campagne de lutte contre les branchements anarchiques. Les branchements anarchiques. D'accord? On espère qu'effectivement, la campagne aura lieu pour permettre à la population d'Abidjan de gagner, de profiter véritablement de la production d'eau qui a été renforcée. Maintenant, pour ce qui concerne la lutte, on va dire la mise en place de la politique de renforcement de la capacité d'eau, on nous a fait savoir, ça il faut le dire, qu'il y a pratiquement 17 ou 19 projets qui seront déclinés sur le terrain pour permettre à Abidjan, la capitale économique, d'avoir de l'eau en abondance, de l'eau potable en abondance. 17 à 19 projets. Est-ce que c'est une annonce qui sera un effet d'annonce, ou alors est-ce qu'effectivement ces 19 projets seront déclinés comme je le disais tantôt? Pour ma part, je pense que si ces 19 projets sont déclinés, effectivement, la question de la pénurie d'eau à Abidjan sera derrière nous. Alors nous avons longuement parlé d'Abidjan, mais c'est tout le pays qui est concerné par cette problématique. Absolument, c'est tout le pays qui est concerné par cette problématique. Je me souviens encore qu'en février 2012, il y a eu une rencontre très importante sur la question de l'eau sur l'ensemble du pays. Et il y a eu des projets de construction de plusieurs stations de production d'eau. Je me souviens par exemple que le gouvernement avait promis de construire par exemple sur le Bandama à partir de Grand Laou une station de 18,9 milliards qui aurait pu permettre de désengorger toute la zone de Fresco, Grand Laou, jusqu'à même à Dabou. Ça Sandra, tout ça qui devait être pris en compte. Et il y en avait encore un peu comme ça sur l'ensemble du pays. Parce qu'on parle certes d'Abidjan, mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. Si vous allez à l'intérieur, vous allez voir comment les populations souffrent et pourquoi les maladies comme la diarrhée, la dysenterie persistent encore. Ça nous retient encore dans l'état de précarité. C'est tout ça aussi les maux de l'Afrique.
Il faut pouvoir investir dans ces éléments qui sont dans ces domaines élémentaires pour réduire, j'allais dire, les problèmes de maladie qui, quand même, freinent aussi le développement. Parce qu'une population malade, ce n'est pas une population au travail. Et il y a eu des projets, mais j'avoue qu'on est encore au stade des projets. Il faut passer maintenant des stades de projets au stade de pratique sur le terrain. Et les populations attendent encore. C'était une lueur d'espoir, mais qui reste encore pour l'instant une lueur. Mais moi, je suis étonné. Je lui disais comme ça à une tribune, je disais, mais c'est très bien de mettre en place une véritable politique de construction des infrastructures d'eau potable, c'est bien. Mais comme vous nous le dites, la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est aussi des grandes villes à l'intérieur du pays. On est dans une situation dite normalisée. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas éclaté les investissements sur l'ensemble du territoire national? On dit que le gouvernement de Daniel Kablan-Dekan, ce gouvernement-là a la confiance totale des bailleurs de fonds. Donc les fonds qui ont été, l'appel des fonds a été suivi effectivement par les bailleurs de fonds qui se sont impliqués dans la réalisation des infrastructures de production d'eau potable. Alors si l'argent est là, si l'argent est disponible, pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé à des investissements qui se soient faits en même temps sur l'ensemble du territoire national? Parce qu'à l'intérieur du pays, le problème semble beaucoup plus important qu'à Abidjan. Oui. Et là-bas, les populations, on connaît le taux d'analphabétisme. On sait que les populations prennent de l'eau souillée partout où elles la trouvent. Et que les problèmes, effectivement, de santé liés à la consommation d'eau souillée sont vraiment des problèmes qui existent réellement. Je n'ai pas les statistiques, mais je sais, parce que je suis ivoirien, je sais qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui consomment de l'eau souillée à l'intérieur du pays. Alors pour terminer, quelles sont les solutions à court et long terme que vous proposez? Les solutions à court et à long terme, c'est d'investir massivement d'argent dans la construction d'infrastructures capables de donner de l'eau à des Ivoiriens. Il faut que les annonces qui ont été faites ne soient pas des annonces simplement parce qu'on est en période préélectorale. Il faut que ce soit des annonces qui soient suivies des faits. Effectivement, on nous dit qu'il y a des investissements qui seront faits. Il faut effectivement qu'il y ait des investissements qui soient faits. On nous dit qu'il y aura une campagne de lutte contre la fraude. Il faut qu'il y ait une campagne de lutte contre la fraude qui soit faite. Si on traduit en acte effectivement ces propos, moi je pense qu'effectivement la Côte d'Ivoire aura de l'eau potable en abondance. Et les populations n'en seront que plus heureuses. Oui, Boni, pour terminer sur le premier thème. Mais je vous avais demandé quelles sont les solutions à court et à long terme. Je dirais que quand on veut gérer un pays, il y a deux éléments très importants qui sont les éléments basiques dans la gouvernance d'un pays. Il y a l'éducation et il y a la santé. Qui dit santé parle d'eau potable, d'assainissement et d'eau potable. Pour la question de l'eau potable, je crois qu'à court terme, il faut déjà penser à démultiplier sur l'ensemble du pays les HIV, c'est-à-dire hydraulique. Maintenant, on parle de HVA, plutôt pas HIV, excusez-moi, HVA, l'hydraulique villageoise améliorée. C'est-à-dire qu'il faut démultiplier ces éléments qui sont quand même élémentaires. Ça, ce sont des investissements légers que l'on peut faire un peu partout sur l'ensemble du pays. Multiplier ces HVA dans les différentes localités, les grands villages, les petits villages, que dans chaque village, on ait au moins une pompe hydraulique qui permet aux gens de tourner le dos au marigot, de ne plus avoir à consommer l'eau des ravins et à les sensibiliser, parce que parfois des gens trouvent que l'eau du marigot est plus sucrée que l'eau qui sort du sol, ainsi de suite. À les sensibiliser sur tous ces éléments. À long terme, les projets ont été faits. J'ai parlé tantôt de la construction de la station de Grand Laou qui devrait coûter 18,9 milliards. Apparemment, les fonds, comme l'a dit Dieudonné tantôt, les appels de fonds ont eu des échos favorables. Il faut commencer déjà à construire ces grandes stations dans différentes régions pour décongestionner effectivement. Nous avons un pays qui regorge de beaucoup d'eau. Oui. On a beaucoup de fleuves, le Bandama, le Komwe, le Sassandra, le Kavali. Partout, on peut utiliser ces fleuves-là pour désengorger les différentes villes, les différentes localités en matière d'hydraulique améliorée. Il faut penser à cela à long terme. Et long terme, ce n'est pas pour nous pour attendre 20 ans. Je crois que sur
une dizaine d'années, on peut régler ces problèmes et améliorer la santé des Ivoiriens. D'accord, merci beaucoup. Alors nous allons aborder maintenant le deuxième thème, le Sahara 2015. Quels sont les enjeux économiques pour la Côte d'Ivoire? Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan revient après 16 années de disette due à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Pour un pays à vocation agricole comme le nôtre, un forum de ce type revêt d'une grande importance, n'est-ce pas, Moyen Dieudonné? Oui, bien sûr, vous l'avez dit vous-même, hein, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Alors quand on est un pays agricole, naturellement, ça veut dire qu'on a du potentiel. Effectivement, la Côte d'Ivoire a un potentiel important, un potentiel fort. Alors, les tribunes ou le forum tels que le Sahara ne peuvent que permettre à la Côte d'Ivoire de promouvoir ce qu'elle a comme potentiel agricole. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les Ivoiriens de quelque bord qu'ils soient, se réjouissent qu'un tel événement soit organisé, surtout 16 ans après, après la dernière, le dernier Sahara. Vous voyez, on nous a donné les chiffres. On dit que ça sera 800 exposants, mais 5000 visiteurs qui seront attendus. Sur pratiquement 10 jours, du 2 donc au 12, du 3 au 12 avril, on aura une population locale qui va effectivement exposer sur les variétés de produits que nous avons ici, mais on aura aussi des gens qui vont venir de l'extérieur pour prononcer des conférences. Ça sera donc, sera à mon avis l'événement le plus important de l'année. Oui, Boni Félix. Vous vous souvenez que le dernier Sahara a lieu en 1999 et cette année 99 devrait vous rappeler que c'est l'année où on a eu le coup d'État. Et en 2000, nous avons eu également ce que nous avons connu, l'élection dans des conditions un peu calamiteuses du président Gbagbo. Et en 2002, nous avons eu la rébellion. Donc ça veut dire que si le Sahara a été mis en hibernation pendant toute cette période, 16 ans durant, ça montre à quel point la paix et la stabilité est très importante. Ça veut dire que tout ce temps, nous avons accusé un certain retard en termes de promotion de nos valeurs. Parce que quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire est un pays à forte potentialité agricole. C'est-à-dire que nous reposons jusque-là juste sur l'agriculture. On a toujours dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Le café, le cacao et même les denrées les produits vivriers, nous en produisons en abondance. Mais en plus de cela, nous sommes dans une zone, l'Afrique de l'Ouest, toujours dans une zone où l'agriculture a une prépondérance sur toutes les économies. En dehors de nous, ça sera également le Niger, le Mali, tous ces pays qui sont autour de nous qui produisent en termes de bétail. Puisque ce n'est pas seulement de l'agriculture qu'on parle, on parle également du Sahara, salon de l'agriculture et des ressources animales. Le bétail en Côte d'Ivoire, ça nous provient du nord, des pays du nord, le Niger, le Burkina, le Mali. Le Sénégal commerce avec nous en termes de produits, je crois. Je n'ai pas envie de faire la promotion des produits d'ailleurs, mais vous savez plus ou moins que tous ces pays ont une certaine potentialité agricole. Ce Sahara va nous permettre encore de booster l'intégration sous-régionale en matière d'échanges agricoles et de ressources animales. Et c'est vraiment la bienvenue. Comme le dit Dieudonné, c'est l'un des événements phares de cette année. Vivement que nous voyons ce que cela va nous rapporter. Sahara 2015 se tient du 3 au 12 avril avec pour thème principal promotion de l'investissement agricole durable, avec pour visuel le Sahara 2015, le rendez-vous de l'agro-business. Alors, c'est thème qui épouse la nouvelle politique agricole de la Côte d'Ivoire avec la mise en œuvre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Oui, bien sûr, il faut savoir que le Sahara s'inscrit effectivement dans le cadre du PNIA. Le cadre du PNIA, et le Sahara, à mon avis, sera la phase visible de la réalisation effectivement de ce programme-là. Le programme, il courait le PNIA, on va dire, part de 2012 pour prendre fin en 2014. Et on parle d'environ 2040 milliards, pour être plus exact, qui seront engloutis dans ce programme-là. Mais en réalité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tant que journaliste, moi, je ne sais pas encore à quel niveau, effectivement, de réalisation, de concrétisation de ce programme-là, à quel niveau on est exactement. Il n'y a pas un bilan à mi-parcours. Un panel qui sera donné. Oui, effectivement, fort heureusement. C'est pourquoi je dis que le Sahara sera l'un des événements les plus importants de l'année. Parce qu'on aura effectivement
le panel qui sera fait, le panel sur, si vous voulez, le bilan pratiquement du PENIA. Mais je ne vois pas que le bilan, il y a aussi effectivement l'accès au financement, l'accès au crédit bancaire. Il y a aussi les problèmes liés à, on va dire, les problèmes de conservation de nos produits. Il y a aussi les problèmes de transformation des produits de manière locale. Toutes ces thématiques seront abordées autour du Sahara. Nous sommes un des pays à potentiel, à forte potentialité agricole, et je pense qu'effectivement le Sahara pourra aborder certaines thématiques liées à l'industrialisation, mais aussi à l'accès au financement, à l'accès au crédit bancaire. Mais bon, comme je l'ai dit, le Sahara est à mon avis, la phase visible de la réalisation, la concrétisation du PENIA. Alors, l'un des défis de la Côte d'Ivoire reste la transformation de nos matières premières. Comment ce salon peut être une opportunité pour notre pays? Je pense que ce salon est l'occasion, on parle d'agro-business. L'agro-business, c'est-à-dire c'est le business qui se retrouve derrière l'agriculture, c'est-à-dire désormais on ne doit plus que produire pour s'alimenter, c'est-à-dire on doit produire maintenant pour également renflouer les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tantôt je parlais de l'enjeu de ce Sahara. L'un de ces enjeux, c'est vraiment repositionner toujours la Côte d'Ivoire dans le cadre des échanges régionaux ou sous-régionaux, c'est-à-dire désormais produire en pensant à ce qu'on peut commercialiser et rapporter quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire. Or, il ne s'agira pas seulement de produire du brut pour le commercialiser. Il faut produire, mais également transformer. Et donc, à ce Sahara, il faut davantage penser à notre niveau d'industrialisation au niveau de la production agricole que nous effectuons. C'est vrai, nous avons des industries ici. La Côte d'Ivoire, heureusement, fort heureusement, est l'un des pays de la sous-région qui a quand même une certaine capacité en termes d'agro-industrie. Nous transformons un minimum quand même de ce que nous produisons ici. Mais ce salon doit être l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru, parce que vous savez que depuis 16 ans, on n'a pas fait ce bilan, de faire le bilan du chemin parcouru et d'envisager des perspectives en matière de transformation de nouveaux produits pour pouvoir encore accroître notre niveau d'industrialisation en matière de produits agricoles, pour repositionner la Côte d'Ivoire dans la sous-région comme l'un des pays phares en termes de production agro-industrielle. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Parce que s'il faut aller au Sahara juste pour dire que nous produisons du taro à gauche, du cacao à l'ouest, du riz au nord, du coton ça et là, et que juste pour montrer qu'on a ces potentialités, qu'on ne passe pas à la phase de modernisation, et même la modernisation, c'est-à-dire la motorisation de notre agriculture, tous ces éléments, mais surtout à la phase de transformation, parce que le développement commence par la transformation de nos matières de base. Et je crois que ce sera un enjeu très important pour penser déjà à cet aspect. Et j'espère bien entendu que des opérateurs extérieurs, des investisseurs auront un regard favorable, viendront participer à ce Sahara-là pour effectivement voir nos potentialités, pour venir installer des unités industrielles pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de transformer. Je vous donne un exemple. Si vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, c'est une région qui produit suffisamment de mangue. En 2002, je crois bien, quand le président Rabif effectuait une tournée, une visite d'État dans la région des Savanes, des populations ont posé au président Rabif, nous produisons beaucoup de mangue dans la zone de Ferké. Nous souhaitons qu'il y ait une unité industrielle ici qui va pouvoir transformer la mangue. Mais vous savez qu'il y a des pays africains au nord. Je suis allé dans un pays en Libye et nous consommons du jus de mangue à profusion, à satiété, comme on le dit. Et quand je demandais, mais où vous êtes dans le désert, comment est-ce que vous faites pour avoir ces mangues? Je dis non, les mangues là, nous les achetons chez vous. Mais nous n'avons pas besoin d'exporter des mangues brutes, ça se détériore dans les ports, dans les bateaux. Ici, on transformait ces mangues ici, qu'on les vendait à la Libye, qu'on les vendait au Mali, qu'on les vendait au Burkina. C'est cela qu'il faut. Il faut pouvoir installer des unités industrielles selon les potentialités agricoles de chaque région pour qu'on puisse avoir à transformer ce qu'on a pour leur donner une plus-value et de permettre à l'économie ivoirienne de tourner. Parce que si on avait cette unité industrielle dans la zone dont je parle, je crois que les jeunes de là-bas n'ont pas besoin de venir se chercher, comme on le dit, entre griffes à Abidjan ou dans d'autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. En plus de cela, ça permettra à l'économie locale de tourner et ça favorise le développement local. Voilà un peu. Je suis bien d'accord avec ce que Boni a dit. Vous savez, il y a eu la conférence de Maputo où les chefs d'État africains se sont engagés à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Combien de pays africains jusque-là ils sont arrivés? Je ne saurais vous le dire.
Et moi, pour ma part, je souhaite qu'effectivement le Sahara soit un début de commencement. Que la Côte d'Ivoire, à travers l'organisation du Sahara, montre effectivement que la conférence de Maputo n'est pas un vœu pieux. Que c'est le début, effectivement, que la conférence que le Sahara soit un début pour le gouvernement ivoirien, de montrer aux pays africains, de montrer également aux pays africains, comme je le dis, que effectivement, à travers une vitrine pour promouvoir le potentiel agricole, on peut également, par derrière, procéder à des investissements pour la transformation de nos produits. La transformation des produits, c'est quoi? La transformation, effectivement, des produits, c'est de susciter des investisseurs capables d'aider les populations rurales, effectivement, à produire en qualité, mais en quantité, qui soit dans une proportion quand même intéressante, transformée de manière locale. On peut procéder à des exportations, c'est vrai, mais pour une plus-value, pour avoir de la valeur ajoutée, il faut transformer ce qu'on produit localement. Il faut le transformer sur place. Ça permet de renflouer les caisses de l'État en termes d'assiette fiscale, mais ça permet également de résorber la question du chômage. Et c'est important. Alors, le Sahara 2015, effectivement, est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de promouvoir non seulement son agriculture, mais de promouvoir également ce qu'elle doit faire pour l'agriculture dans les années à venir. Vous permettez que j'ajoute un peu quelque chose. Si l'on prend au sérieux nos potentialités, parce qu'il ne s'agit pas de faire comme les autres, de vouloir avoir des instruments. On ne pourra pas fabriquer des véhicules, des voitures en Côte d'Ivoire dans les 10-15 années à venir. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas chercher à faire plus que ce que tes moyens te permettent de faire. Pour pouvoir amorcer véritablement le développement, il faut commencer par mettre la main où elle peut arriver. Nous ne pouvons faire que mieux que transformer ce qu'on a sous la main. Et ce que nous pouvons faire, c'est commencer à transformer nos produits agricoles. Tel qu'on disait hier que notre succès reposait sur l'agriculture, il faudrait que désormais notre succès franchisse un nouveau palier, que ça repose sur l'agro-industrie. C'est-à-dire, au lieu de l'agriculture brute hier, qu'on commence déjà à transformer ce qu'on produit dans nos plantations. On gagnera en valeur ajoutée pour la commercialisation. 2, on créera des emplois pour résorber le chômage, le taux de chômage très élevé dans notre pays, parce qu'on a une population active d'environ 70%, oui, qui ne trouve pas de quoi s'occuper. 3, nous allons améliorer le revenu des producteurs, puisque nous avons une population plus agricole que urbaine. Nous allons améliorer le revenu des producteurs, et c'est toute une chaîne qui gagne, et c'est l'ensemble du pays qui va véritablement amorcer le développement. Mais si on veut voir le développement en termes de... Tout le monde doit se retrouver en termes de... J'ai entendu un ministre dernièrement, parce que des étudiants ont installé une unité, je crois, d'informatique, qui est en train de dire que c'est ça le développement. Non. Si nous voulons... C'est quelle unité informatique allons-nous implanter chez nous pour faire mieux que les Coréens, les Japonais et, j'allais dire, les Occidentaux? Il faut commencer d'abord à la base, à un certain niveau, et progressivement, nous allons monter. Donc, ce Sahara a un enjeu très important, c'est de penser à la transformation de nos produits locaux, agricoles, et de pouvoir interpeller l'autorité qu'il faut investir dans ce domaine-là. Et pourquoi pas orienter beaucoup d'étudiants dans le domaine de l'industrie de transformation de nos matières premières agricoles. Cela va résorber les questions de chômage que de former des gens qui vont tous se retrouver sur le marché dans des domaines où on n'a pratiquement pas de débouchés. D'accord. Alors, le salon de l'agriculture a pour invité d'honneur le Maroc. Qu'est-ce qui explique ce choix? Le Maroc est un partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Et on a vu que le Maroc, depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, on a vu que le Maroc a renforcé son partenariat économique. La Côte d'Ivoire a renforcé son partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. Vous vous en souvenez, il y a eu des accords de partenariat qui ont été, des accords de partenariat fleuve qui ont été signés, qui ont été signés ici. Sa Majesté Mohamed VI est venu en personne, même prendre part à ces différentes signatures de conventions de partenariat. La Côte d'Ivoire également s'y est rendue, avec le chef de l'État en tête, et des accords ont été également paraphés, signés là-bas. Donc le Maroc est devenu depuis un certain moment un partenaire de choix pour la Côte d'Ivoire. Alors, mais le Maroc a un savoir-faire agricole, mais aussi un savoir-faire en termes d'industrialisation. En termes d'industrialisation, en termes de transformation de ses produits. Écoutez, le Maroc est un pays émergent. Le Maroc est un pays émergent. La Côte d'Ivoire se dit sur la voie de l'émergence. Alors,
Naturellement, dans le cadre de la coopération sud-sud, mais il n'y a pas mieux que des échanges de bonnes pratiques, des échanges de process pour permettre aux pays qui sont encore au bas de l'échelle de remonter, de faire surface. Alors, donc, la Côte d'Ivoire, comme elle aspire à être émergente, naturellement, elle se tourne vers son partenaire de choix qui est le Maroc pour bénéficier non seulement de son expertise, mais également probablement d'un financement, faire appel à des financements marocains dans le cadre de l'agro-industrialisation. Donc, moi, je pense que le Maroc, cela expliquerait que le Maroc soit un invité d'honneur à ce Sahara 2015. Alors, merci beaucoup pour vos réponses pertinentes. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Bodi Félix, journaliste à l'Inter, chef de service économie et société. Ouyen Dieudonné, journaliste au quotidien d'Abidjan, chef de service société et économie. Avec nos deux invités, nous avons échangé sur deux thèmes. Pénurie d'eau à Abidjan, est-ce véritablement la fin? Le Sahara 2015, quels sont les enjeux économiques pour la Côte d'Ivoire? Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.